bonjour à tous, à ceux qui sont là, merci. Vous raconterez aux autres ce qu'ils ont manqué, donc prenez des notes. Donc, Laure Tourjanski, je suis actuellement commissaire à l'autorité de sûreté nucléaire et surtout, j'ai été en charge pendant 5 ans de la prévention des risques naturels au ministère de la Transition écologique, enfin, ministère de l'écologie sous ses noms différents. Et ce qui m'a amené à me passionner pour ces questions en fait, qui sont très prenantes. Et donc, d'abord, je voulais vous remercier pour les débats d'hier, parce que finalement, quand on travaille dans un ministère, on met en œuvre des lois. En fait, la légitimité du travail, c'est que le législateur a créé un cadre et qu'il faut le mettre en œuvre. Et en fait, on ne prend pas forcément beaucoup de recul dans la vie au quotidien. Le vocabulaire n'est pas le même. Et si on fait de la philosophie, c'est comme Monsieur Jourdain, c'est sans s'en rendre compte. Donc voilà, ces temps d'échange avec des philosophes, des architectes, ils sont précieux et on a besoin de se parler quand on a des vocabulaires et des horizons différents. Je crois beaucoup à ça. Donc, sur la base de ce qu'a dit hier, ça m'a aussi donné un regard sur ce que j'avais envie de vous dire. Donc voilà, mon idée, c'est de prendre la demi-heure qui m'est accordée pour essayer de vous expliquer finalement le rôle de l'État en matière de prévention des risques naturels. Par une fenêtre très spécifique, et celle que j'ai connue, qui est celle des risques naturels majeurs. Alors, le terme majeur n'est pas anodin et l'action que j'ai connue, moi, au plus près, n'est pas celle de la totalité des services de l'État. Quand on dit risque naturel majeur, on s'occupe des aléas qui peuvent mettre en péril des vies humaines. Ça a son importance et on travaille sur tous les aléas. On a beaucoup le réflexe de parler d'inondation. C'est celui qui est le plus fréquent, qui concerne tous les territoires d'une façon ou d'une autre. Mais quand on fait de la prévention des risques, on travaille sur l'avalanche, sur le mouvement de terrain, sur le séisme, sur le volcanisme, sur le cyclone, sur l'incendie. Donc déjà, il faut avoir cette cartographie en tête. A contrario, il y a des sujets d'actualité sur lesquels on ne mobilise pas les mêmes outils. Donc ce n'est pas le même service de l'État qui s'en occupe. Ça va être les sujets d'étiage, les sujets de chaleur, les sujets de retrait-gonflement des argiles ou de recul du trait de côte. Donc risque naturel majeur, c'est ce qui va faire des morts. Alors ça fait très technocratique de dire ça et j'ai décidé résolument de prendre le parti que je suis technocrate, donc c'est mon discours avec un peu de provoque, mais ça veut dire que sur le risque naturel majeur et sur les autres, il y a déjà un partenariat au sein du service de l'État et c'est pas la direction de la prévention des risques qui fait tout. On travaille, c'est un partenaire très important avec la direction de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Hier, une des personnes qui a présenté l'excellent exposé sur les géants disait dans le séisme, ce qui tue, c'est pas le séisme, c'est la qualité de la construction en fait. Donc construction, c'est une partie très importante. Direction de l'eau et de la biodiversité, on sent l'interface très forte avec les solutions fondées sur la nature quand on travaille en inondation, donc c'est un partenaire indispensable pour trouver des solutions. Et puis on a toute une myriade d'autres services ministériels, et je pense qu'il y a une intervenante canadienne qui est là, qui a fait ce tour au Canada, qui le présentera cet après-midi, la direction de la sécurité civile. En fait, quand on fait bien la protection des vies humaines, on rend service à nos collègues pompiers. La direction des assurances au ministère des Finances, les services des Outre-mer, parce qu'en fait, là, par facilité, je vous ai mis une carte de France, mais le risque naturel en France, il y a des territoires qui sont très, très concernés et impactés, ce sont les Outre-mer. L'agriculture, on a des gros enjeux d'inondation sur les terres agricoles, la culture, qui a son importance aussi pour nous, parce que le risque naturel, c'est un traumatisme et que quand dans une catastrophe, on perd des monuments, on perd des archives, c'est des choses qui ne se reconstituent pas. Donc, on a eu des collègues dans le service, architectes urbanistes de l'État, qui nous interpellaient beaucoup sur l'importance de la prévention sur les biens patrimoniaux et culturels, et puis le service en charge des collectivités locales, parce que les maires sont beaucoup à la manœuvre. Alors, cette énumération peut vous faire peur, je l'ai faite un peu pour ça. Il y a eu très récemment un rapport fait à la demande de notre ministre par le journaliste Fred Courant, qui a cette malchance d'être celui dont on dit c'est le Fred qui va avec Jamy, de l'émission C'est pas sorcier, sur la culture du risque. Et son constat, donc le rapport a été rendu juste avant l'été, je crois, c'était de dire, mais sur un sujet aussi grave, il faudrait un seul grand ministère qui fasse tout. En fait, je ne partage pas cette recommandation, parce que quand on a des sujets complexes, ce qui est important, c'est la pluralité des regards. J'ai du mal à croire à un regard qui embrasserait tout seul.
Et ce qu'il faut, c'est qu'on se parle, et c'est pour ça que j'appréciais beaucoup d'entendre tous vos concepts et votre vocabulaire hier, qui n'est pas exactement le mien, mais vraiment, je pense qu'on a besoin d'avoir tous ceux qui vont se mettre dans des temporalités différentes. Il y a ceux qui travaillent en anticipation, il y a ceux qui vont faire la gestion de crise, il y a ceux qui vont faire le post-crise, et à des échelles de territoire différentes. Si je complète ma petite panoplie administrative, ceux qui sont à la manœuvre et qu'en tant qu'architecte ou aménageur, pour ceux qui sont dans la salle, vous pourrez rencontrer, ce sont les directions départementales des territoires, sont les services qui sont passés auprès du préfet et qui, eux, ont à charge d'intégrer toutes ces composantes, en tout cas toutes celles qui sont prévention, aménagement, urbanisme. Donc on a une cartographie qui certes est complexe, mais qui oblige à nous parler entre nous, à chercher des outils complémentaires, à travailler à différentes échelles temporelles et différentes échelles spatiales. Alors avec tout ça, comment on fait pour documenter les effondrements et préparer les refondations, du règlement ou de la prudence? Alors, toujours pareil, quand on regarde ça du point de vue de l'État, on se dit, on peut penser que la principale légitimité de l'État, c'est de réglementer. On est là. Donc moi, je dis quand je fais des interventions, 2 sujets, où va l'argent, que fait la police? Donc là, on commence par que fait la police? On réglemente. Après, on va voir si on a de l'argent à y mettre. Alors, le règlement, il peut être regardé comme descendant, imposé, comme un frein, un empêcheur d'innover. Moi, je suis très frappée dans les échanges que j'ai avec les architectes sur l'importance de la créativité, de l'innovation, de quelque chose qui est en mouvement tout le temps. Et le règlement, lui, il est là, et hop, il fige. Donc, vous avez le droit d'inventer, mais dans un cadre. Voilà, donc, est-ce que c'est un frein à des adaptations de territoire, ou est-ce qu'au contraire, le règlement est une sorte de démarche de prudence qui est nécessaire, voire même qui est un socle à la prudence d'autres acteurs? Alors, je vous l'ai dit au début, et quelque part par là aussi retour avec l'engagement de mes propres collègues. On m'a demandé pourquoi je suis là. Moi, j'ai commencé à travailler dans ce service de la prévention des risques. J'avais encore beaucoup de collègues qui avaient vécu Xynthia. Et en fait, ils étaient traumatisés, ceux qui ont vécu en direct la nuit de Xynthia, en disant « mais qu'est-ce qu'on fait? Que fait le préfet? Est-ce qu'on évacue les gens ?» Donc, de quoi on parle? J'ai dit on parle de tous les aléas de tous les territoires. Et là, je reviens à une litanie un peu incontournable. L'avalanche de 1970 à Val d'Isère, 39 décès. Le Grand Bornand, un glissement de terrain, 23 décès. Les inondations de Nîmes, 11 décès. Vaison-la-Romaine, 92, 56 décès. Les crues de l'eau dans 99, 36. Celles de l'eau dans 2018, 15. Voilà, donc faut voir. La motivation première, quelque part, elle est là. Et de manière très, prudente, moi j'étais là en 2018 et j'ai entendu les maires de Trèbes et de Villegayenc, dans l'Aude, dire « c'est horrible ce qui se passe, mais on était mieux préparés qu'en 99. Les crues sont jamais 2 fois la même, mais ils ont dit le territoire a progressé entre 99 et 2018. Et ça, c'est une motivation extrêmement forte. J'ai pas cité les cyclones et la tempête Xynthia. Je m'y arrête un peu parce que Xynthia, on pense évidemment à la faute sur mer, hein, c'est ce que je viens de faire, 59 décès. Mais la même année, il y a eu des inondations dans le Var qui ont fait autant de décès, c'est 2010. Bon. Et c'est une des années socles d'ailleurs de relance de la politique de prévention des risques. On a quand même ces effets d'à-coup, hein, sans doute inévitables. C'est après les catastrophes qu'on active des leviers supplémentaires. Donc, première motivation, finalement, c'est de sauver des vies. Tous les aléas que j'ai cités sont impactés par le changement climatique. Celui qui ferait sans doute le plus de morts en France et de dommages, c'est le séisme. Un séisme aux Antilles. On y travaille. On se dit chaque année, c'est bien qu'il n'ait pas eu lieu. On ne pense pas beaucoup, on se sent très protégé en métropole. Mais un séisme sur la Côte d'Azur, un séisme à Nice, ce ne serait pas simple non plus. C'est aussi un sujet de travail. Donc là, je reviens en fait sur le sujet des effondrements et sur le tournant qu'on est en train de vivre, en fait, parce que tous ces dispositifs que je vais vous présenter, ils sont en place depuis 1995. Ils sont pré-prise de conscience du changement climatique. Et en fait, une des questions qui se pose dans cette forme de prudence qu'on peut avoir, c'est est-ce que c'est suffisant? En tout cas, moi, en réfléchissant, et j'y reviendrai, j'ai l'impression qu'on a là un socle qui est plutôt précieux. Il faut peut-être le renforcer, mais il faut faire attention à ne pas le remettre en cause. Alors, deuxième levier des catastrophes naturelles, pour vous rappeler de quoi on parle, c'est les dommages. Donc là, je vais vous faire un peu la même litanie.
en parlant des événements tels qu'on peut les estimer au regard des dommages assurés. Alors les dommages assurés, pour ceux qui sont allés dans la vallée de la Roya et de la Vésubie, c'est pas du tout la totalité des dommages, c'est ce que les assureurs remboursent. Dedans, il n'y a pas les routes. Donc refaire 1 kilomètre de route, c'est cher. Irma, c'est 2 milliards d'euros de dommages assurés. Les crues du Rhône en 2003, 1 milliard. Les inondations de la Seine et de la Loire en 2016, qui sont passées notamment à Romorantin, 1 milliard d'euros en biens assurés. Et alors, on estime qu'une crue majeure de la Seine, la Centenale, si elle revenait maintenant, ce serait, moi j'entendais 30 milliards, Eric disait hier beaucoup plus. On a les dommages immédiats, évidemment, si on a une région capitale qui est inondée avec toutes les pertes d'activité qu'il y a autour, on est dans des montants vraiment très importants. Un séismanisme, 10 à 15 milliards. Donc ça mérite un petit peu qu'on se mobilise là-dessus. En rigolant, nous, dans le service, on disait finalement, on travaille pour les pompiers et pour les assureurs. Voilà. C'est une façon de... Voilà. Donc le cadre dans lequel s'insèrent les architectes et les aménageurs, c'est une prévention des risques majeurs, et j'y reviens, qui est faite pour éviter les morts et des dommages trop colossaux. Dernière approche, et je la ferai plus courte, de ce qui nous motive, ce que j'ai dit est très quantitatif. Le qualitatif nous touche autant. Moi, voilà, j'ai eu, je ne sais pas si je veux dire la chance ou l'opportunité d'aller dans la Vésubie quelques mois après la tempête Alex. C'est renversant, en fait. C'est des paysages qui sont définitivement modifiés de façon violente et brutale. Et quand on repart le soir, on est quand même un petit peu secoué. Donc voilà, c'est ça, c'est ça qui nous motive et qui se dit que ça peut se placer partout. Les territoires que je vous ai cités, ils sont partout en France. Et bien sûr, je ne me place pas de l'étranger parce que je connais moins, mais les événements qu'on connaît en témoignent. Alors ça, c'est le passé. Jusqu'à maintenant, quand j'ai commencé, c'est tout bête, à travailler sur ces sujets à 5 ans, on disait, on ne sait pas voir l'impact du changement climatique. C'est plus vrai. Maintenant, les météorologues savent nous dire qu'on peut s'attendre à plus de crues cévenoles sur le sud de la France. Les modèles météo ont tellement progressé que la Caisse centrale de réassurance, qui a des moyens puissants de calcul pour vérifier la soutenabilité de son régime, nous dit qu'on peut s'attendre à une augmentation à l'horizon 2050 de 50% du coût de la sinistralité en France. Donc en fait, le sujet qu'on a, c'est le dispositif sur lequel on vit. Est-il soutenable dans tous ces actes dans les 30 ans qui viennent ? Cette énumération, elle me servait aussi à vous montrer, quand on travaille du point de vue des services de l'État, l'axe dans le temps dans lequel on se situe. Il faut agir vite parce que le risque augmente, mais en même temps, vous êtes bien placé pour savoir que changer un territoire, c'est pas... voilà. Voilà. Moi, on peut être étonné quand on arrive à la cinquantaine, la ville où j'ai toujours habité, je la vois changer. Mais n'empêche que c'est lent. C'est pas immobile, mais c'est lent. Et puis, il y a toujours cette idée qu'il faut agir avant la catastrophe, mais n'empêche que c'est après la catastrophe qu'il y a une forte mobilisation. Donc on est dans ce cercle où il faut quelque part prévenir autant que possible. Je dirais presque se ruer, c'est pas le terme, parce qu'il faut réfléchir à ce moment-là après la catastrophe, parce qu'évidemment, on est avant la suivante. Donc voilà, on est dans cette temporalité qui se retrouve d'ailleurs dans le discours politique, où finalement c'est un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler. Moi, je suis assez étonnée quand on voit le discours politique qui a vraiment maintenant complètement intégré l'atténuation du changement climatique, je parle du discours, l'adaptation, mais on ne trouve pas beaucoup ce terme prévention des risques naturels et adaptation dans les discours politiques, sauf après une catastrophe où tous les ministres se déplacent pour en parler. Voilà, c'est le moment politique où on peut bouger des curseurs. Alors, que fait l'État ? Je disais, où va l'argent, que fait la police ? L'État réglemente et il accompagne. Alors, l'État réglemente, il y a plein d'outils. J'ai choisi de vous parler de celui qui est vraiment pour moi la réglementation la plus stricte. Donc, ne croyez pas que c'est l'exhaustivité ce qu'on fait, c'est le plan de prévention des risques naturels. Donc, pour les traducteurs, excusez-moi, je dirais après PPR, ça va plus vite, c'est pour plan de prévention des risques naturels. Un des intérêts passionnants de la prévention des risques naturels, qui n'est pas le cas de toutes les politiques publiques, par exemple le risque industriel, on a une installation, on sait qu'elle va plus ou moins exposer, on travaille autour. Le risque naturel, il faut qu'on commence par se demander où est-ce qu'on va travailler. Donc c'est une démarche de géographe, on prend la carte, on prend les territoires et on se dit... puisque notre centre, c'est les risques naturels majeurs, il faut aller là où il y a le plus fort croisement aléas-enjeux. Donc on va se trouver à une cartographie des aléas et quelque chose qui va ressembler à des croisements de villes, puisque c'est là qu'il y a les plus fortes densités de population. Et on invente cet outil en 1995. Donc c'est la loi Barnier de 1995 qui est vraiment le socle de toute l'action qu'a menée l'État depuis.
Et ce qui est rare, c'est qu'on ait un outil qui traverse le temps comme ça. Souvent, les politiques, il y a des effets d'annonce, on fait des choses. Là, on a un outil qui s'est fait dans la durée et qui est une mobilisation considérable parce que la carte des PPR prescrits ou approuvés, je vous l'ai mise à l'écran, c'est celle-là. Si on prend le temps que ça représente, 95-2010, il y a 12 000 PPR qui ont été approuvés. Ça veut dire qu'il y a des préfets, des directions départementales des territoires qui sont allés voir le maire et qui lui ont dit « Monsieur le maire, vous êtes sur un endroit où il y a du risque, on va vous contraindre l'urbanisme. » Ce n'est pas quelque chose qui est super bien accueilli en général. Donc, on commence par réfléchir à où est-ce qu'on va contraindre l'urbanisme. Et ça se fait de manière bottom-up. J'ai cherché le terme en français, je ne trouve pas bien. En remontée des territoires, le préfet, il prend son département, il se dit où est-ce que c'est qu'il y a le plus de risques. C'est là qu'on va faire un PPR. Alors, ça ne veut pas dire que c'est totalement scientifique, que c'est totalement technique. Il faut reconnaître qu'il y a des élus qui ont une appétence ou pas, et peut-être les services de l'État, ils se disent on va aller chez lui parce que finalement, ce sera plus facile. On a dans le sud de la France une zone assez étonnante, toute verte, là, ça c'est du PPR retrait-gonflement des argiles. C'est un peu tiré sur la corde parce que je vous dis que ce n'est pas celui qui présente le plus de risques, mais quelque part, on peut penser que c'est des plus faciles à faire. Voilà. Donc, c'est une démarche qui part de la recherche du plus fort risque, mais qui n'est pas forcément complètement... c'est une démarche politique, en fait. Hein. Et puis, on peut avoir des invitations à un moment, après Xintia, les gouvernements disent comment ça se fait, il n'y a pas de plan de prévention des risques de submersion sur tout le littoral, trouvez-moi les territoires prioritaires. Et on a les services de l'État ont sorti 303 territoires qu'il fallait doter prioritairement d'un PPR littoral. Et donc, à ce moment-là, c'est plus bottom-up complètement, il y a une demande très précise. Alors, on peut se demander, est-ce que ce qu'on a fait comme ça en partant de la base, c'est adapté ou pas ? La Caisse centrale de réassurance a fait des travaux qui montrent qu'au bout du compte, alors c'est moi qui joue sur la flèche verte, là, c'est ça, la grosse. C'est pas pour que vous entriez dans le détail, mais si on regarde où est la sinistralité moyenne en haut à gauche, et en bas, c'est les endroits où on a travaillé, globalement, ça se ressemble. C'est-à-dire que par cette remontée et approche locale, on a mis la politique à peu près aux endroits où il y avait les plus gros enjeux. Les couvertes qui sont couvertes par un plan de prévention des risques couvrent 89% de la sinistralité à l'heure actuelle. Ça risque de décroître un petit peu avec l'augmentation des risques. Et les travaux qu'on fait avec la Caisse centrale de réassurance, qui maintenant nous met à disposition les données de sinistralité et, alors je dis nous, j'y suis plus, mais à la disposition du ministère, les données de sinistralité et leur prospective de sinistralité, permettre d'avoir un élément supplémentaire d'appréciation de où il faudra des PPR à l'avenir. C'est-à-dire qu'on a des moyens mieux documentés par les données de sinistralité pour aller voir les élus locaux et leur dire, regardez, compte tenu de la sinistralité qu'il y a sur votre territoire, il faut mettre un PPR. Quelle est la portée du PPR ? Alors, j'y reviens un petit peu, certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'est le risque naturel majeur. Donc, il va documenter un aléa de référence qui est le plus important connu sur le territoire historiquement, ou, si on n'a pas la mémoire de cet épisode, la crue, je parle de la crue par facilité, centenale modélisée. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait après ? J'ai dit, on fait un cadre, on réglementaire, voilà, c'est l'État dans sa fonction régalienne, on interdit la construction dans les zones de risque les plus fortes, interdiction ferme, mais on l'interdit aussi dans les zones d'expansion des crues qui ne sont pas encore occupées, c'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de protéger les mécanismes naturels de prévention des inondations. Et après, il soumet à prescription les constructions dans les zones à risque les plus élevés. Donc, il y a un gradient et il va comporter une carte d'aléas qui est très importante parce que c'est un porté à connaissance du risque sur le territoire et une partie réglementaire. Et puis après, ce que ne savent pas forcément ceux qui le vivent comme un règlement, peut-être l'État le dit pas assez, c'est qu'il conditionne l'accès au soutien de l'État pour réduire la vulnérabilité des territoires. C'est que la loi Barnier, elle disait on va interdire, mais là où il y a du risque, on va mettre l'argent pour réduire la vulnérabilité. On ne met pas de l'argent partout en France sur la prévention du risque, on le met sous conditionnalité qui est un PPR. Et ça, c'est important, j'y reviendrai, c'est vraiment un choix de solidarité nationale. Donc cet argent, il va permettre de, s'ils sont intelligents, faire des ouvrages de prévention ou de protection, de mettre de l'argent pour réduire la vulnérabilité des bâtiments et donc d'améliorer cette résilience des territoires les plus exposés.
Après, il a d'autres dimensions qu'on voit moins souvent. Il impose aussi la fameuse information acquéreur-locataire que vous avez tous connue. Quand vous avez acheté ou loué un bâtiment, la plupart du gens, on signe un CERFA, tout le monde s'en moque un peu. On se dit, ah bon, ça veut dire qu'il y a un PPR. Bon, d'accord, je signe, il y a ça de papier. Et puis, si l'État s'en occupe, sans doute, c'est que c'est sous contrôle. Voilà. Donc, on signe quand même cette information acquéreur-locataire. C'est sur les territoires où il y a des PPR. Et puis, ça impose au maire de faire un plan communal de sauvegarde. Et ça veut dire que ça reboucle avec la gestion des risques. On a considéré que ces territoires sont très exposés. Il faut que le maire soit prêt à gérer une crise et qu'il connaisse son territoire. Donc la portée du cadre, elle ne s'impose pas qu'à l'urbanisme, elle est plus large. A contrario, il y a quelque chose que le PPR ne fait pas et qui est mal compris après les catastrophes, quand les journalistes déboulent pour comprendre et faire écho, c'est qu'il ne délocalise pas. Qu'est-ce qu'on appelle délocaliser? C'est enlever les bâtiments les plus gravement exposés. Le PPR, en fait, il traite l'avenir. Il traite le fait qu'on n'aille pas mettre plus de monde à des zones où on a compris qu'il y avait un danger. Par contre, le fait d'enlever des bâtiments à des endroits où il y a une menace grave à la vie humaine, qui est le pic le plus grave d'exposition au danger, on peut le faire partout en France, qu'il y ait un PPR ou pas. Hier, il y avait des photos de la Brelle. On a eu des cas sur les falaises du Pays de Caux, où on voit que la falaise, c'est de la craie, elle s'effondre petit à petit. Il n'y a pas de PPR, on est dans un paysage rural, mais on sait que la craie, on ne peut pas prévenir un éboulement. C'est un matériau, un jour ça pète, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de capteur. L'État rachète les maisons sans prise en compte du risque aux habitants pour sauver des vies, pour qu'ils ne restent pas là. Donc on a moyen de faire de la délocalisation indépendamment du PPR. Et donc c'est vrai que voilà, après une crue, les gens vont voir en disant mais il y avait un PPR, comment ça se fait qu'il y a des maisons? Dans l'Aude, à Trèbes, le quartier qui a été inondé, c'était un vieux cœur de village. Il y avait des maisons qui étaient là depuis le XVIIe siècle. Le PPR ne vire pas les maisons qui sont là. Ce serait épouvantable, on ne pourrait plus habiter le territoire. Mais il évite une exposition nouvelle. Et donc il n'est pas mis à jour régulièrement, il est mis à jour quand il y a une nouvelle connaissance de l'aléa. Donc si il était dimensionné à la crue centenale et qu'il y en a une plus importante, il va falloir le refaire. Et c'est compliqué parce qu'au moment où tout le monde a envie de reconstruire, en fait, on va contraindre plus puisqu'on va prendre en compte un aléa plus important. Alors, la question, c'est est-ce que ce PPR, il remplace la prudence? Est-ce qu'il est déresponsabilisant? En fait, nous, on s'est posé la question, moi, quand je suis arrivée, puis mon directeur me l'a posée, il m'a dit finalement, il y a un PLU qui doit intégrer toutes les composantes de l'environnement, dont le risque. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas faire le maire? Finalement, l'État s'en mêle et peut-être qu'après, c'est déresponsabilisant. Donc, finalement, tout règlement, je pense, donne lieu à ce type de tension. Pourquoi est-ce qu'on met un feu rouge à des endroits où il n'y a personne la nuit? Pourquoi est-ce qu'on le laisse fonctionner? Un autre exemple que j'aime bien, c'est les débits réservés à l'aval d'un barrage. Ça paraît un peu loin, mais finalement, quand on exploite un barrage hydroélectrique, il y a une obligation de laisser de l'eau à l'aval. Pour celui qui turbine, c'est du manque à gagner d'électricité. On peut tout à fait quantifier ce que ça représente. On pourrait dire, le gars, c'est son barrage, c'est son territoire, il l'aime, s'il faut aller laisser l'eau en bas, l'été, quand les espèces pourraient souffrir, on peut lui faire confiance. Et puis, on aura un débit réservé qui varie selon les années, selon les saisons. Eh bien non, on fixe un débit réservé. Pourquoi ? Quelque part, parce qu'il y a une forme de manque de confiance, parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a l'électricité qui est rémunérée et la protection des milieux qui ne l'est pas, et que si on veut pouvoir contrôler, on va mettre un truc un peu net, qui est un débit réservé. Voilà. Donc, et bien finalement, le PPR, on pourrait avoir le même raisonnement. On pourrait se dire, personne ne souhaite une catastrophe. On peut faire confiance aux élus, on peut faire aux architectes, on peut faire confiance aux gens qui vont habiter là. Personne n'a envie d'être exposé à une catastrophe. Mais finalement, eh bien, on ne le fait pas. On dit on va choisir, depuis 1995, d'aller se mettre sur les territoires les plus exposés pour mettre un cadre. Rapidement dit, moi je pense que finalement, on met sous tension des bénéfices privés et des coûts collectifs. L'insécurité routière, la dégradation des milieux aquatiques, la vulnérabilité des territoires et des temporalités différentes. Le bénéfice est à court terme et le coût est à long terme. Et donc c'est bien pour ça que finalement l'État, dans son rôle régalien, se mêle de dire « je vais vous mettre un cadre ». Alors après, est-ce que ce cadre est trop contraignant? Pas assez. Est-ce qu'il est adapté? Est-ce qu'il est efficace? Quand on travaille sur ces sujets, globalement, on n'est pas très aimé. On se dit le cadre est trop contraignant. Quand on arrive pour faire un PPR, d'abord, normalement, il doit se faire en 3 ou en 4 ans. Je crois que celui de Lourdes sur les séismes est en cours depuis 17 ans. Voilà. Donc, discussion, négociation, etc. Ensuite, on a des contestations croissantes sur la carte d'aléa. C'est-à-dire qu'avant, les gens contestaient quand on arrivait au bout. Maintenant, dès qu'on fait une carte d'aléa, demande des tierces expertises, contre-expertise, discussion, etc. Et il y a du contentieux. Il y a beaucoup de contentieux qui portent d'ailleurs plus sur les procédures que sur le contenu, mais c'est sans doute parce que c'est plus facile.
Et en fait, on retrouve là quelque chose qui est dans pour les coups, les écrits philosophiques, je pense à Jean-Pierre Dupuy, sur le déni du risque. Moi, je ne vous rappelle pas, mon grand-père ne l'a pas vu, on n'a jamais vu ça, etc. Ça ne m'arrivera pas. Et puis l'oscillation entre, de toute façon, si ça arrive, on sera mort. Voilà. Donc finalement, on n'a pas envie de s'en occuper. Et quand on fait un PPR, on a l'impression très étonnante qu'on apporte le risque. Les gens, ils écrivent au ministère en disant, mais non, ma maison, il n'y a pas de risque. En fait, on apporte la connaissance du risque, on n'apporte pas le risque. Donc c'est assez rigolo, cette posture. Donc certains pensent que c'est un manque de confiance, qu'il est trop contraignant et qu'il n'y en a pas besoin. D'autres pensent qu'il n'est pas assez contraignant. Alors là, dans le jeu de rôle un peu caricatural, c'est quand même beaucoup les assureurs. Les assureurs nous demandent de couvrir la totalité de la France de PPR, ce qui n'est pas possible tout simplement pour des raisons de moyens de l'État, mais qui ne serait sans doute pas pertinent et gradué comme il faut. Ils demandent à ce qu'on ait un cadre homogène sur tous les territoires. Ils demandent de réviser les PPR à intervalles réguliers, de reprendre les PPR anciens qui seraient les plus permissifs. Il y a la question du changement climatique dans les PPR. Alors cette question-là, elle est compliquée. Les seuls PPR sur lesquels on sait intégrer le changement climatique, c'est la submersion marine, parce qu'on a une idée documentée scientifiquement de l'augmentation du niveau de la mer. Par contre, quand on commande à des hydrologues des études sur un cours d'eau pour travailler sur le débordement de cours d'eau, en disant est-ce qu'il sera changé par le changement climatique, ils ne savent pas nous le dire. Donc c'est très difficile d'aller contraindre l'urbanisme sur une hypothèse de changement de débit. Donc ça, pour le moment, on ne le fait pas. On dit juste c'est peut-être pas suffisant, c'est un socle, et c'est par la révision successive, malheureusement, peut-être qu'on mettra à jour. Après, autre élément qui ferait que nos PPR ne sont pas assez contraignants, les avis de l'autorité environnementale, qui de temps en temps disent, ben voilà, là vous avez fait un PPR, l'autorité environnementale les regarde sur tous les angles, sur l'impact sur la biodiversité, il ne réduit pas assez la vulnérabilité du territoire, c'est arrivé. Et puis on a des questions, si je suis totalement transparente et honnête, ce que j'aime essayer de faire, sur le fait que finalement on prescrit des éléments de réduction de la vulnérabilité sur l'habitat, mais on ne contrôle pas. On n'a pas tellement les moyens de contrôler. Et il n'y a pas non plus de moyens financiers de dire si on vous avait prescrit des travaux de réduction de la vulnérabilité et que vous ne les faites pas, vous serez pénalisé. Votre assurance coûtera plus cher, etc. Voilà. Donc c'est plutôt une démarche de soutien, de cadre, mais pas de contrôle. Donc, de temps en temps, on se dit, s'il y en a qui trouvent que c'est trop, d'autres que c'est pas assez, peut-être qu'on est dans le juste milieu. C'est facile de dire ça, mais c'est un signal. Alors après, on peut chercher quelle est l'efficacité. Moi, j'ai cherché à me dire quelle est l'intelligence du PPR, et après coup, et en hommage à nos prédécesseurs, j'en vois plusieurs signes. D'abord, c'est pas, je l'ai dit, une démarche très contraignante, c'est une servitude qui s'impose au PLU, qui est faite hors sol. C'est un document qui est concerté, qui est élaboré avec les populations, qui est élaboré avec les élus locaux. Et je l'ai dit, les assureurs voudraient qu'on ait une carte unique à l'échelle française. Ce n'est pas le cas. Quand on est sur un territoire où les gens vont entrer en négociation, tôt ou tard, alors qu'on voulait avoir 3 zones, on va en avoir 5, parce qu'il faut trouver des intermédiaires. Donc la légende des PPR n'est pas la même partout en France. On n'arrive pas à avoir un site, le site Georisque, où il y a toutes les cartes de tous les PPR, ça ferait trop de couches, on n'y arrive pas. Donc en caricature, je dis le PPR de Neuilly-sur-Marne et de Neuilly-sur-Seine ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes légendes, ce sont des documents négociés, voilà, techniques, mais négociés, ce qui participe aussi peut-être de leur appropriation. A contrario, ce n'est pas complètement à la carte. On a un cadre national qu'on a marqué par un décret en 2019 qui vise à avoir des principes forts, communs, partagés sur tout le territoire. Il y en a un qui est français, les Pays-Bas ne font pas pareil, qui est de dire en France, on ne fait pas une digue pour construire derrière. La digue protège l'existant. Il est interdit de construire derrière une digue. Pourquoi ? Parce qu'on pense que la digue, elle n'est pas éternelle. Elle peut casser. Elle peut ne plus être tenue. L'urbanisme, il est là pour, vous êtes bien placé de le savoir, 100 ans, 150 ans, 200 ans. La digue, elle peut disparaître. Donc, le réflexe de protection de dire j'ai une crue, hop, je vais faire une digue et je vais faire un quartier derrière, en France, c'est non. Ça, c'est écrit dans un décret. Ça peut casser les pieds, mais voilà, on l'assume. Donc voilà, pour vous donner des exemples de ce qu'on ne permet pas de faire. A contrario, on a voulu éviter de figer les territoires. Donc, ce décret dit, en cas de travail de renouvellement urbain, si on propose un renouvellement urbain qui permet de réduire la vulnérabilité, il est acceptable. On a même été jusqu'à dire, dans des territoires qui auraient un enjeu vraiment majeur de développement économique, de renouvellement urbain, et qui seraient très contraints, on pense à des endroits où il y a Grenoble, séisme, mouvement de terrain cru, PACA, incendie, voilà, les Outre-mer, il y a tous les aléas. On peut aménager en augmentant la vulnérabilité, à condition que ça ait donné lieu à un travail spécifique avec la sécurité civile et que ce soit sur délibération des élus locaux.
Donc là, il y a un vrai jeu de rôle entre les responsables. Le reste du PPR, quelque part, c'est l'État qui prend ses responsabilités. Quand on veut choisir de densifier une zone qui est très exposée, on demande une délibération des élus locaux. Donc le cadre, il est strict, mais il se veut ne pas figer les territoires. Autre question d'intelligence qui pourrait être critiquée, c'est cette règle de la crue la plus importante qu'on a beaucoup vécue à Nemours, la crue de 2016 à Nemours. Elle a été très importante dans cette ville et on a dit vous allez refaire votre PPR avec un aléa plus fort. Le bourg, amont et aval n'ont pas forcément la même contrainte parce qu'ils n'ont pas été touchés de la même façon. Donc on se dit c'est inéquitable. À 2 territoires, il y en a un qui va avoir son urbanisme plus contraint parce que la crue, c'est là que c'est tombé. A contrario, si on voulait dire qu'on applique à tout un bassin versant la crue la plus importante qu'a connue un territoire, peut-être on bloquerait trop fort. Donc voilà, on est dans des recherches de compromis et de curseurs. Et avec ça, le PPR est aussi un gage de la prise en compte de la mémoire des événements passés. Tous les gens qui travaillent sur le risque naturel sont stupéfaits de la vitesse à laquelle on oublie. Je parlais des délocalisations. À la Faute-sur-Mer, on a des maisons où il y a des gens qui ont dû partir par le toit. Les pompiers sont venus les rechercher. On est prêt à leur racheter leur maison à la valeur sans prendre prise en compte du risque. Ils ne veulent pas. Voilà, cette idée que ça ne reviendra pas. On l'a eu, ça ne reviendra pas. Alors après, pour mesurer l'efficacité, peut-être que je dépasse largement mon temps, on peut se poser la question de est-ce qu'on sait mesurer l'efficacité? Alors l'efficacité, on se demande si on peut la trouver sur la valeur des bâtiments. On ne voit pas de décote des bâtiments. Les gens ont peur du PPR en disant si on révèle que ma maison est exposée, elle va perdre de la valeur. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. On peut penser que c'est contrebalancé, je le dis de façon courte, par des aménités. Quand je suis au bord de la mer, au bord du fleuve, c'est que j'ai une belle vue, c'est que j'ai un endroit agréable. Et finalement, pour le moment, il n'y a pas de jeu du marché qui fait qu'un bâtiment dont on sait qu'il est exposé au risque décoterait. Ça pourrait passer par l'information acquéreur-locataire qu'on est en train de renforcer pour la mettre beaucoup plus en amont des choix. Pour le moment, on a cette information quand on signe, quand on a trouvé le truc de rêve qui est près de la gare, de l'école des enfants, avec une belle vue. Là, on vous dit attention, vous êtes en zone de risque. Ce qu'on veut, c'est faire remonter cette information bien avant dans le choix. Et puis, la Caisse centrale de réassurance a fait des travaux de modélisation où elle montre quand même que la sinistralité est bien moindre dans les territoires qui ont été couverts de PPR que de ceux qui n'ont pas été. Donc ça nous rassure quand même. Alors après, le dernier point sur lequel je voulais insister, peut-être pour, je ne sais pas, justifier ex post ou être fier de ce cadre qui est le PPR, c'est qu'il est couplé avec un système de solidarité nationale très fort et qui est franco-français. En fait, les PPR, je l'ai dit, ont été mis en place dans le même corpus législatif que le Fonds Barnier, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dont tout le monde ne connaît pas l'existence, et pourtant on y a tous contribué, que quand on paye nos primes d'assurance habitation, il y a une surtaxe de 12%, qui alimente le fonds qui fera la prévention des risques naturels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent, quelque part, qui vient des assurances, même si le dispositif budgétaire a changé récemment, va permettre de faire la prévention des risques sur les territoires priorisés. Deuxième élément de solidarité, et c'est ce fonds Barnier qui permet de racheter les maisons, je l'ai dit, sans prise en compte du risque. Vous imaginez, vous avez une maison, les maisons qu'on a vues à La Roya, elles ne valent plus rien. Les gens, ils peuvent essayer de les revendre et ils sont passés de 100 à 0 du jour au lendemain. Là, l'État rachète pour qu'ils puissent s'installer ailleurs. C'est quand même assez puissant. Et puis, on a le dispositif CatNat qui va avec, et ce dispositif de réassurance des assureurs qui fait qu'en cas de catastrophe naturelle majeure, finalement, il y a une enveloppe solidarisée qui fait que la moitié, à peu près, enfin une partie de ce que payent les assureurs est repris par le dispositif et que l'État est payeur en dernier ressort. Donc en fait, quelque part, les PPR, ils visent aussi à assurer la soutenabilité de ce régime et la mise en œuvre de ce régime de solidarité. Une approche alternative qui, quelque part, serait beaucoup plus, je ne sais pas si vous dire le terme libéral, ce serait de dire chacun sa propre prudence, mais n'empêche qu'une fois qu'il y a un porté à connaissance de l'État, eh ben, on n'a que ses yeux pour pleurer si on est confronté avec des questions qui peuvent se poser sur la paupérisation en fait, des quartiers exposés. Qui va rester aux endroits où on est exposé au risque? C'est ceux qui ne peuvent pas aller ailleurs. Pour le moment, le risque naturel n'est pas dans la tarification des assurances. C'est un des sujets pour nous de vigilance, si ce n'est d'intervention, parce que ce n'est pas facile pour les 5-10 années à venir. On voit qu'il commence à y avoir une tarification des assurances sur l'habitation qui va être modulée, soit dans la tarification, soit dans les franchises, en fonction de l'exposition au risque. Et là, on aura des questions sociales qui viendront se coupler avec les risques naturels. Alors, au bout du compte, la réglementation, elle se substitue peut-être à une prudence individuelle, mais je pense qu'elle est faite en France dans un corpus qui fait sens,
en tout cas, qui est complet dans ses axes et dans ses interfaces avec d'autres politiques. Peut-être insuffisante au regard des enjeux du changement, mais en tout cas, elle fait socle. Elle est articulée avec d'autres travaux à l'échelle des bassins versants qui permettent de faire des choses beaucoup plus intelligentes sur la totalité du sujet inondation. Ce n'est pas que contraindre l'urbanisme. J'ai dit que je n'entrerai pas dans le détail, mais elle permet aussi de s'inscrire dans des temporalités différentes et de parler à plein d'acteurs à travers le plan communal de sauvegarde et l'IAL. Alors, après coup, je me suis dit, voilà, j'ai réfléchi grâce à vous, je me suis dit, ça fait très plaidoyer de ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. D'abord, dans les territoires, il ne faut pas se leurrer, c'est difficile à faire. Il peut y avoir des cartes d'aléas qui sont fausses. Quand je rencontre l'hydrologue avec qui travaille Eric, il me dit, oui, mais effectivement, si l'État il arrive et met sur la table une carte d'inondation qui n'est pas de bonne qualité, on part de traviole. Donc, ce n'est pas facile à faire. Ça peut être très, très, très controversé, c'est pas forcément compris. Moi, en langue de bois, je dis qu'est-ce qui me motive. Ce qui me motive, ce serait que des démarches comme ça ne soient plus perçues comme un truc absurde, contraint et imposé, mais comme une démarche de développement durable. Voilà. Je dis c'est un socle de l'adaptation au changement climatique et on irait beaucoup plus vite et on le ferait beaucoup mieux si c'était accepté dans les territoires. Il faut qu'on en fasse la pédagogie, on retombe sur des sujets de culture du risque. Donc voilà, c'est pas parfait dans la mise en œuvre. C'est pas parfait dans la pédagogie qui accompagne et dans la compréhension de ce que c'est. On a des leviers comme les appels à projets, certains d'entre vous connaissent qu'on est en train de faire sur Amiter, qui sont aussi pour réussir à avoir des réflexions sur le territoire qui ne se limitent pas à la discussion autour du PPR, mais qui permettent de réfléchir l'aménagement et l'urbanisme en même temps. Donc on a deux types de situations. Soit le PPR est en révision et on peut tout de suite avoir un dialogue un peu constructif, soit c'est un cadre et c'est dans la lecture qu'on en fait et l'échelle de travail qu'on va pouvoir l'exploiter. A contrario, on en parlait un peu ce matin, au ministère, on reçoit sans arrêt des courriers qui disent « Ah, ben, il y a une risque d'inondation, mais moi, je vous propose des maisons flottantes. » Ça, pour nous, ça ne va pas, quoi. Si la réponse, c'est les maisons flottantes, il faut des PPR. Il faut réfléchir l'aménagement au-delà d'un objet donc, qui est supposé être résilient à l'événement. Et je n'entre pas dans le sujet des infrastructures, qui est énorme et qui n'est pas traité par le PPR. Donc, un moment clé pour faire ce travail, c'est la reconstruction, c'est le post-catastrophe. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra se mobiliser. Donc, j'accélère parce que j'accumule le retard. Pour les enjeux de demain, moi, je vois beaucoup de choses à faire. La sinistralité hors PPR, parce que là, on a dit l'État travaille là où il y a beaucoup de monde, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour de toutes les politiques qui n'embarquent pas la réduction de la vulnérabilité. Là, moi, je suis stupéfaite. On met des paquets d'argent sur la rénovation énergétique sans se demander si ce qu'on rénove est résilient ou pas. Donc là, il faudrait peut-être qu'on sorte un peu du silo. Et il y a tout ce qui est risque naturel pas majeur, la transformation des territoires. Et là, quelque part, c'est encore plus votre job. C'est que sur tous ces territoires, il va falloir travailler sur des crues qui reviennent tous les 2-3 ans ou tous les 10 ans, qui ne font pas de morts, qui ne font pas de gros dommages. On a des gens qui ont une vie impossible. C'est des quartiers entiers qui sont à transformer. Et là, pour le coup, l'État n'ira pas mettre un PPR. Donc, c'est bien la façon de faire l'aménagement des territoires qui doit intégrer le risque. Et je pense qu'au regard du changement climatique, c'est vraiment ça le plus important. Je voudrais finir rapidement en revenant à des termes qui ont été utilisés hier, que j'ai beaucoup apprécié sur le Rhône, de géorécit. Quand je dis qu'il faudrait qu'on l'État fait un cadre réglementaire, c'est la police et ça nous casse les pieds, on se raconte l'histoire du territoire. Le PPR est l'occasion de mettre des cartes sur la table. C'est toujours bon d'avoir des cartes, ça raconte des choses. C'est où passe l'eau. Les gens ont oublié où passe l'eau. Moi, je suis stupéfaite, y compris dans mon nouveau poste sur la sûreté nucléaire. Les gens ne savent pas qu'ils habitent à côté d'un site Seveso, à côté d'une usine et à côté d'une rivière qui va déborder. Et ma conclusion, sans flagornerie, sera un hommage au travail qui est mené par Éric Daniel Lacombe et que vous faites ici. Romorantin, ça raconte l'histoire. Ça raconte l'histoire et ça la rend crédible. C'est l'occasion de dire, plutôt que de se confronter, on va mettre autour de la table le préfet, le maire, les habitants, et on va leur raconter leur territoire, et on va le reconstruire ensemble. Et on va comprendre qu'on a intérêt à reculer aux endroits où il faut reculer, à laisser la place à la nature, mais à donner une place adaptée à ceux qui habitent le territoire et finalement à changer de regard. Je vous ai mis Romorantin, pas inondé, pour changer, et la vallée de la Vésubie. Quand vous voyez la vallée de la Vésubie, il va bien falloir accepter que ce n'est pas là qu'on va reconstruire et que c'est l'occasion pour ce territoire de repenser son tourisme, de repenser son économie. Donc je pense que vraiment, on a besoin de vous. Il y a un étudiant hier en fin de journée qui a dit « Et nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, ce que vous faites, c'est Romorantin avec la vallée de la Vésubie. Et on vous remercie parce qu'on a besoin de vous, en fait. Voilà.
Et bonjour, mesdames et messieurs, et merci pour l'occasion de présenter ma recherche en Paris. Comme vous pouvez écouter, mon français n'est pas très compliqué, donc je présenterai mon papier en anglais. Hop, haute. Ça sera moins douloureux. So, yesterday, Et donc, hier, le professeur m'a demandé quelle était ma passion dans la recherche en architecture. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les choses peuvent s'imbriquer dans le processus de l'architecture, plus dans le processus que dans le procès. Et j'ai été frappée par l'idée d'utiliser un moyen qu'une fin. Je trouve que c'est très, très intéressant, surtout dans mon domaine de recherche. C'est l'interface entre l'architecture et la loi, comment la loi, finalement, comment la législation l'affecte d'une façon positive ou négative. Il y a de nombreux exemples comment, finalement, la législation affecte les nombreux produits de l'architecture. On le voit ici à Paris, effectivement, où on voit toute l'évolution de l'architecture à travers toutes les autorisations de construire ou l'évolution des gratte-ciel américains au début du XXe siècle. Mais surtout, ça ne m'entend pas tellement parce que, finalement, c'est surtout comment la législation affecte le produit final, mais surtout le processus. Le processus, c'est exactement le but de ce colloque, et c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est le processus de l'urbanisation, qui est une question tout à fait critique, étant donné qu'elle affecte mon sens personnel de la passion, qui est réellement la santé et la qualité de vie des personnes sur cette planète. Donc, le contexte ici de ce document, en particulier dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, la population actuelle du monde représente environ 7,6 milliards de personnes. Donc, en 2050, on devrait atteindre 10 milliards. Et puis, elle ne va cesser d'augmenter, en fait. 50% des personnes actuellement sur la planète vivent dans des villes, dans des environnements urbains. 32% de ces personnes vivent en dessous du niveau de pauvreté. Et vraiment, ça, c'est très important. Ce qui veut dire, c'est qu'on avance dans le siècle et à mesure, nous verrons que les villes vont devenir de plus en plus grandes, avec des villes de 40 millions, 50 millions, des villes comme São Paulo. C'est absolument des villes absolument incroyables. Donc, cette espèce de progrès, cette énormité de cette urbanisation représente des défis tout à fait énormes. Notamment, les études faites par le Brookings Institute aux États-Unis ont démontré que tous les bâtiments nécessaires uniquement aux États-Unis en 2050 pour que les gens puissent vivre, travaillent, jouent, pour maintenir un niveau de qualité de vie à peu près moyen, eh bien 50% seulement seront disponibles. Ce qui veut dire on n'en a que 50%, indépendamment de tous les autres processus de la planète. C'est-à-dire que ce processus d'augmentation d'urbanisation et les conséquences que cela va représenter par la suite. Étant donné donc le niveau d'attention que cela requiert, l'économie qui sera appliquée évidemment à ces constructions dans le monde entier, on n'est pas en train de parler uniquement de qualité de vie, ou de belle architecture, où il se traite ici de maintenir des niveaux minimaux de santé, de sécurité pour la population du monde. Donc vraiment à la base, et la question est effectivement, si nous avons un risque dans les 50 années à venir, comment est-ce que nous allons pouvoir maintenir des niveaux de sécurité et de santé simplement pour garantir le minimum vital aux personnes. Il faut penser à une qualité de vie, évidemment, avec des questions qui sont d'une plus grande dimension. Je pense que c'est le professeur Guillini hier qui a dit que dans la Constitution italienne, la santé est un droit fondamental. C'est établi vraiment comme un bien essentiel. Et comment l'affrontons-nous? Comment y faire face, en fait? Écoutez, moi, je suis un architecte, bien entendu, mais j'ai regardé comment la législation a affecté les professions dans le monde entier, et je suis positive que la législation a un rôle à jouer pour améliorer l'avenir. Je suis un petit peu
préoccupé par l'aspect un peu autoritaire de cette déclaration de Lao Tzu. En fait, une loi correctement appliquée vaut toutes les paroles des sages. C'est dans son livre sacré, mais en fait, la notion ici que l'on voit ici, c'est-à-dire qu'elle vaut toutes les paroles, tous les mots de tous les sages. Mais c'est un bon départ ici pour commencer à parler de la législation appliquée à l'urbanisation. Et c'est là vraiment où on parle de contrôler la construction, comment le contrôle sur la construction peut être amélioré. En fait, il y a toute une série d'exemples historiques. L'on pense jusqu'à la 2000. On pense à Babylone, par exemple, qui a établi un code de la construction du bâti. Néron, évidemment, avec l'espace de Rome, qui avait des règlements particuliers pour la hauteur des bâtiments, qui contenaient, effectivement, on pense au XIIe siècle en Angleterre, pour essayer de contrôler la construction, bien entendu, et ainsi de suite, bien sûr, l'accessibilité, bien entendu, tous ces aspects qui sont très, très importants. Cela dit, cela ne nous donne pas énormément de contexte face aux défis qui nous attendent pour l'avenir, mais cela me permet, étant donné que j'ai étudié effectivement les systèmes de contrôle sur les bâtiments, la capacité à construire un modèle qui va nous permettre de faire une recherche pour voir comment tous les systèmes vont fonctionner. Initialement, c'est sur l'étude des système de Volve et Landvi, mais il a évolué de façon beaucoup plus compliquée, complexe et certainement plus sophistiquée. Et c'est le professeur Chef de l'université de Surrey, bien entendu, qui a essayé d'établir une méthodologie, c'est-à-dire un modèle qui vraiment tienne compte de ces objectifs, des objectifs de la société, avec un système, quelle est la portée, évidemment, des substructures de prise de décision, quelle est l'information que l'on peut avoir pour l'appliquer, toute cette information, toutes ces normes en France, c'est ce qu'on appelle l'Association française de normalisation, l'AFNOR, que tout le monde connaît, bien entendu. Évidemment, le feedback, l'information, est-ce que le système fonctionne, comment on va l'arranger, et la mise en œuvre, et bien entendu, savoir comment est-ce qu'on l'applique, comment est-ce que l'on fait en sorte que les bâtiments répondent à ces exigences. C'est une étude tout à fait complète, mais elle est bidimensionnelle. Il n'y a pas de hiérarchie entre les différents éléments. Donc, c'est tout à fait utile pour le travail que j'ai réalisé. Et donc, même si j'ai produit finalement des diagrammes assez compliqués, je dois dire, c'est très, très, très compliqué ici, mais en fait, c'est bidimensionnel. Ce que j'essaye de faire ici, c'était d'essayer d'aller au-delà des systèmes de contrôle actuels qui existent, en passant ici de population des choses, vraiment un regard, de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, vraiment dans ce contrôle. Cela m'a aidé un petit peu, effectivement, en examinant ces 6 grands domaines. Et en fait, on voit ici des objectifs. Certains ici sont très importants, notamment l'hygiène, la consommation d'énergie, notamment en France. À l'heure actuelle, on est en train de voir que la consommation d'énergie devient un facteur extrêmement important, notamment également la décence publique pour l'Allemagne, la santé et la sécurité. Vraiment, c'est la base, c'est élémentaire pour tous. Eh bien, ici, si l'on voit le champ d'application, la couverture que cela peut représenter ou son périmètre, donc en France, on a la planification. Évidemment, on a les hypothèques au Canada, l'autoroute, vraiment tout ce que cela représente. Une fois de plus, c'était essayer ici d'avoir un peu comment fonctionnent les systèmes de contrôle sur la construction. Qu'est-ce qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas faire, effectivement. Ici, si on voit la couverture de base, bien entendu, l'assainissement, la protection contre l'incendie, la résistance structurelle, la sécurité incendie des appareils, la stabilité, voilà. Vous voyez, ce sont c'est vraiment du matériel de base ici. Et évidemment, la définition des bâtiments, tout cela, ça peut vraiment changer. Cela change selon les types, notamment aux Pays-Bas, les types, aux États-Unis, c'est la localisation, au Royaume-Uni, propriété. Vraiment, avec Boris Johnson, on ne s'en préoccupe pas. En Inde, c'est la population. Dans les tropiques, évidemment, c'est la dimension, c'est la taille. Donc, des façons très différentes de définir qu'est-ce qu'est un bâtiment réellement. Donc, des sous-structures décisionnelles, voilà, ça c'est vraiment, ce sont des éléments qui prennent en compte le pouvoir qui est investi dans ce qui est, par exemple, la santé et la sécurité et le transforme à un niveau vraiment de mise en œuvre. Et c'est quelque chose sur lequel on reviendra par la suite, mais c'est une partie extrêmement importante
du travail qui a été réalisé tel qu'on l'a fait ici. Et ce que j'ai découvert également avec certaines zones peuvent être très, très importantes, notamment en Russie où il y a un contrôle très élevé, alors qu'aux États-Unis, c'est très, très, très localisé. Il y a par exemple 22 000 systèmes de contrôle des bâtiments aux États-Unis, 220 000 systèmes de code de contrôle sur la construction des bâtiments. Donc, c'est des systèmes très, très différents, comme on peut le voir, évidemment. Nous voyons beaucoup de variations ici, notamment... Ah oui, j'adore les petites boîtes. En français, dans le texte. Ensuite, l'information, nous avons des normes qui sont nécessaires pour mettre en œuvre des techniques, des nouvelles méthodes de construction, de nouveaux matériaux qui vont nous permettre de construire mieux, plus rapidement et plus cher et moins cher, évidemment. Ce sont des éléments clés qui permettent de réaliser cette urbanisation massive à l'avenir, n'est-ce pas? C'est vraiment un niveau extrêmement élevé de normes de développement qui sont approuvées, agréées. Vous voyez, aux États-Unis, elles sont beaucoup plus indépendantes, disons, en dehors de ces structures elles-mêmes. Et évidemment, les commentaires, le feedback, qu'est-ce que l'on en dit, qu'est-ce qu'il arrive, qu'est-ce qu'il y a des plaintes, des appels, comment est-ce qu'il va falloir arranger tout cela, les fréquences, à certains fonctionnent à des niveaux de fréquences extrêmement élevés, à un certain niveau, autres à des niveaux extrêmement locaux, beaucoup plus petits bien entendu, et finalement la mise en œuvre en soi, la langue bien sûr, elle varie, elle est très variante, l'aspect juridique, notamment au Royaume-Uni où on a évidemment les droits, la législation qui est mise en œuvre qui rend cela tout à fait difficile. On a des codes parfois qui permettent de s'exprimer de façon très claire. Après, évidemment, il y a toujours des inconvénients à cela, mais il y a au contraire, cela permet effectivement de comprendre des règles lorsque l'on est en train de construire. Voilà, j'essaye de raccourcir ma petite histoire parce qu'il y a énormément d'histoires, mais ici, on a une sous-structure de prise de décision. Tous les éléments qui la contrôlent, on se trouve au centre de ce qui permet la mise en œuvre, tout ce qui affecte vraiment ce modèle de système de contrôle du bâtiment, de la construction du bâtiment. En fait, ici, les niveaux inférieurs de ce contrôle vont pouvoir affecter l'information. Comment l'information arrive à être filtrée à travers le système, elle l'améliore ou au contraire, elle réduit, c'est-à-dire d'intégrer l'information directement dans le système. C'est excellent si elle est bonne, cette information. Par exemple, on a vu différentes... le désastre de la tour Grenfell à Londres, où effectivement c'était un matériau qui a été utilisé, approuvé, agréé, et il s'est avéré que effectivement il y avait des déficiences avec les retardants pour lutter contre les importifs. Mais il y a des centaines de bâtiments au Royaume-Uni qui utilisent cette technologie. Ça a été approuvé, elle a été agréée, et tout cela il va falloir le changer. Donc la mise en œuvre trop rapide n'est certainement pas toujours la meilleure solution, mais cela va affecter effectivement la dissémination, cela va affecter effectivement la vitesse à laquelle on peut obtenir de la mauvaise information, de la bonne information, comment ça fonctionne dans tout le système. On parle du bâtiment en tant qu'une sorte de méga structure, en fait. Et puis, la mise en œuvre elle-même. Comment on arrive à quelque chose, la cohérence, n'est-ce pas, beaucoup d'avantages parce qu'elle permet de s'assurer que les choses bien sont réalisées, elles sont faites, elles sont concrétisées. Les mots, finalement, ne signifient pas toujours quelque chose pour agir. Donc, voilà, il s'agit ici surtout de la notion, étant donné l'accès qui soit local, central, et la clé, c'est le déterminant pour permettre que les choses soient faites. Et au regard des défis qui attendent le monde, tenant compte de cette urbanisation massive, il s'agit de maintenir des niveaux, de les étirer vers une qualité de vie qui soit élevée. Comment est-ce qu'on permet au système de pouvoir répondre à ces besoins? Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il y a centralisation massive, qui est un concept qui est tout à fait terrifiant, mais parce qu'effectivement, il y a des avantages de le faire au niveau local, sans aucun doute. Donc, les avantages locaux, eh bien, peuvent prendre en compte des éléments tels que les conditions locales, les habitudes, les us locales. On veut un système qui évolue et qui en
connexion, en lien avec les gens qui vivent. C'est-à-dire, il faut l'écrire également dans une langue que les gens peuvent comprendre, que ça soit simple. L'expertise, et bien entendu, c'est nécessaire. C'est pas une mauvaise idée. Le futur du monde ne va pas être déterminé par les architectes, croyez-moi. Il va être déterminé par tous ceux qui vont travailler vers un même objectif. Tout dépendra du niveau d'expertise que l'on aura et cela permettra de faire des choses, bien entendu. Finalement, le coût, bien entendu, et bien entendu, on veut que les choses soient faites le plus rapidement possible et le moins cher possible. Donc, il va chercher des moyens de façon à ce que les conditions locales permettent de s'appliquer à cela. Vraiment, ici, c'est tout à fait intéressant de se dire, bon, ben oui, est-ce que c'est possible? Si on fait une demande, et savoir si c'est possible ou on fait appel, par exemple, parce que là, ça dépend du système des tribunaux. Est-ce que ça va être fait ou pas, effectivement? Et puis, évidemment, on a l'infiltration de l'erreur qui est toujours quelque chose, par exemple, dans la situation de Grenfell ou aux États-Unis avec les tours Champagne où quelque chose s'effondre. Les enjeux qui sont là, qui apparaissent sur d'autres bâtiments, effectivement, dans d'autres vidis, qui pourraient, finalement, si on ne les résout pas, se terminer par un drame général. Et bien entendu, comme il y a des avantages également pour les systèmes centralisés, et bien entendu, nous ne parlons pas de bâtiments individuels, nous parlons de constructions massives, des constructions tout à fait énormes qui sont nécessaires. Donc, en soi, évidemment, il faut un code unique qui permet d'avoir la capacité à avoir une compréhension tout à fait universelle de ce que dit ce code. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait positif aux États-Unis, avec tous ces systèmes de contrôle de la construction des bâtiments. Constamment, on essaye de travailler sur ce que chaque municipalité essaye de faire. Ils utilisent des modèles de code, mais ils continuent à ajouter des couches dessus. Alors, donc, c'est pour ça que qu'est-ce que le système centralisé permet d'avoir une influence au niveau local. Il y a des cas très nombreux où finalement, dans certaines zones, par exemple rurales, où on a par exemple une usine de plastique, on se rend compte que les codes exigent, et bien entendu, des tuyaux en plastique. Et il s'avérera que c'est le moins cher et certainement le plus adapté. Mais évidemment, ça ne va pas contribuer à l'économie locale. Donc, ce n'est pas un bon critère. Donc, le système va éradiquer ce type de choses. Ensuite, l'acceptabilité des normes, bien entendu, ça c'est très important. De nouvelles innovations qui soient moins chères, plus rapides, qui soient meilleures dans le système et dans la mesure du possible, et bien entendu avec le fait qu'elles doivent être réellement bonnes et bien s'adapter pour être utilisées. Bien entendu, eh bien, oui, bien entendu, s'il y a des erreurs, des problèmes, des questions, on veut les résoudre le plus rapidement possible. Il ne faut pas en train d'attendre que viennent les décisions. Il faut continuer à avancer et avancer très rapidement. Et évidemment, le fonctionnement, c'est clair, la mise en œuvre, le système de contrôle de la construction, les gens, pour pouvoir travailler, doivent être tout à fait conscients de ce fonctionnement, de comment cela fonctionne en fait. C'est-à-dire, en étudiant les systèmes, mon idée, c'est qu'un système centralisé a plus d'avantages pour ensuite descendre en cascade et descendre à au localisme, on pourrait dire, plutôt que cette construction massive. Il ne s'agit pas ici de dire qu'un système singulier unifié ne pose pas de problème tout à fait grave et sérieux, mais c'est probablement, évidemment, comme tous les systèmes, bien entendu. Et donc, par conséquent, je vais suggérer quelques caractéristiques optimales d'un système centralisé qui, finalement, ont tiré certains avantages du système local et que j'ai observé au niveau mondial qui pourraient améliorer certains des problèmes que j'ai signalés ici. Le premier, bien entendu, le premier point important, c'est qu'évidemment, c'est le langage technique, les codes qui doivent aider les personnes à comprendre comment on construit les bâtiments et donc doivent permettre une qualité de vie de qualité et sûre, bien entendu. Donc le langage, il doit y avoir un langage technique qui soit le plus clair possible et non juridique, bien entendu.
et cela dans les codes aujourd'hui. Deuxièmement, ce qu'ils disent doit être moins spécifique, notamment sur le fait qu'est-ce que l'on construit, mais en revanche, il doit être énoncé d'une façon pour expliquer quelles sont les conclusions ou les objectifs qu'on atteint de faire. Un mur, par exemple, va être de 30 cm. Plutôt que de dire ça, on prétend, on dit en art que l'on doit respecter un certain nombre d'objectifs, de pertes de chaleur, par exemple, nécessaires. Donc, il faut atteindre les objectifs, ce qui exige un certain niveau de compréhension technique, de langage technique. Bien entendu, face à cela, il faut tenir compte du fait que parfois, les descriptions sont tellement simples, minimales, qu'elles n'ont pas besoin d'être rédigées de façon compliquée. Il suffit de les spécifier pour les comprendre mieux. Mais disons que pour ces unités, par exemple, des grandes unités, il faut qu'elles soient rédigées de façon que, évidemment, ça soit compréhensible. Tous les codes ne doivent pas être simplement des affirmations de la loi. Il faut donner des informations sur la façon qu'on peut y parvenir. Le code en Écosse est excellent. En Angleterre, c'est pas mal non plus. La réglementation pour la construction donne de l'information sur le type, sur les différents textes qui sont appliqués. C'est très clair, notamment l'inspection des bâtiments. Ça, c'est très important. Les personnes qui doivent faire ce travail, c'est un travail qui souvent est sous-estimé parce que c'est un rôle qui est extrêmement important. Donc, par conséquent, ils méritent d'être mieux payés, d'être plus respectés. Moi, j'ai travaillé comme architecte de la vie pour la ville de Milwaukee et j'ai insisté pour que tous les inspecteurs des bâtiments aient un salaire minimal parce que nous, les architectes, nous ne résolvons pas ces problèmes. Ce sont eux qui doivent les résoudre et parfois, se trouvent dans des situations où on trouve des solutions alternatives pour trouver des solutions, particulièrement dans des villes. Leur rôle n'est pas d'être des gardiens du code, mais de mettre en œuvre, d'interpréter le code. Par exemple, on a en Allemagne un système également qui fonctionne assez bien, mais vraiment le niveau de très haute qualité que l'on espère aux États-Unis, eh bien les inspecteurs, en fait c'est un travail que font la plupart des personnes qui sont prêtes à prendre leur retraite, donc c'est assez peu respecté. Ensuite, les mécanismes d'appel devraient être dans le système et pas dans les codes, parce qu'il doit être rapide, extrêmement vite, il doit fonctionner. Il y a toute une série de façons sur laquelle un code doit pouvoir être adouci pour permettre que les personnes puissent passer aux différentes étapes des approbations conditionnelles. On peut le faire si vous faites cela, par exemple, le type d'approbation ou d'agrément que l'on peut savoir. Oui, voilà, c'est le type d'agrément, on peut l'utiliser ici, et donc ça va fonctionner. Ce sont tous des éléments, tous les systèmes de code sur la construction qui existent dans le monde doivent prendre cela en compte. Il n'y a pas un seul modèle, mais on pourrait avoir un modèle qui pourrait être partagé, qui pourrait être développé au niveau national, au niveau régional, au niveau vraiment local, qui puisse prendre en compte tous ces systèmes de cette façon-là. Donc, et pour finir, donc la santé, c'est vraiment un droit. Je crois que le modèle est excellent, c'est-à-dire que c'est un droit humain essentiel. Et le risque sera de toute façon inévitable à l'avenir, et spécifiquement en ce qui concerne l'environnement physique, simplement parce que l'environnement de la population, indépendamment de tous les autres défis que nous avons à affronter, je pense que la législation, effectivement, est un modérateur très important à la destruction physique. On peut faire des choses qui sont mauvaises, mais on peut faire des choses qui sont très bonnes également. Les systèmes centralisés, effectivement, avec les différents attributs, peuvent être une façon de pas forcément résoudre le problème, mais y répondre dans une certaine mesure pour maintenir et améliorer la capacité à offrir un environnement qui soit stable. Et puis, il faut penser effectivement à des questions beaucoup plus larges pour améliorer le concept de la qualité de vie pour tous sur la planète. Merci beaucoup pour votre attention, et en français. Merci, bonjour à tous.
Maëlle Tessier, je suis architecte, praticienne, je suis professeure à l'école d'architecture de Nantes et docteur en histoire de l'architecture contemporaine. Avant de commencer, alors je ne sais pas si je vais tout à fait faire le lien avec ce matin, hein, enfin voilà, l'amplitude des sujets est vaste. Peut-être plus le lien aussi avec des choses qui se sont dites hier. Je voudrais commencer sur ce thème-là du langage d'architecture qui relie, vous dire deux choses. La première, c'est que nous sommes une architecte de 8 personnes et que ce que je vais raconter là, les projets que je vais montrer, c'est évidemment un travail collectif. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est pas personnifié. Bien au contraire, c'est aussi un échange des passions aussi autour de l'architecture. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est tous plus ou moins enseignants, en fait. Il y a eu une question d'une étudiante hier dans l'Assemblée qui dit, enfin, je crois l'avoir compris comme ça, et donc, en fait, comment, face à tout ça, à ces risques dont on parle depuis hier, comment on agit, en fait. Et moi, face à mes étudiants, c'est un sujet qui revient en permanence. C'est des étudiants qui ont 20 ans, qui traversent 2 ans de Covid. Donc, une grande complexité, plein de volonté, et en même temps, presque pas une désespérance, je dirais, mais on trouve justement trouver des matières à agir. Et donc, moi, ce que j'aimerais, en tout cas, j'espère que je vais réussir à le faire, leur dire, si on a quelques-uns dans l'Assemblée aussi, qu'il y a en fait plein de combats à mener, mais il faut que ce soit des combats joyeux. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, collectivement à l'agence. Alors, je vais commencer par une citation, en fait. Alors, on est dans le Haut Atlas marocain, dans les Zaït Bouguemez, où on voit une architecture de terre. Les architectures de Haut Atlas prennent la couleur des montagnes, et puis de la vallée fertile des Zaït Bouguemez. Et puis je vais prendre les mots de Augustin Berck pour commencer, qui lui-même a vécu dans le Haut Atlas, puisque son père, Jacques Berck, évidemment, était un éminent spécialiste. Hein, enfin, voilà. L'un, et c'est ici le principal des problèmes que pose la modernité, c'est la perte de sens profond du paysage qui caractérisait les sociétés traditionnelles. Dans les sociétés-là, c'est-à-dire dans toutes les sociétés humaines, avant qu'il ne s'y passe quelque chose qui est la modernité, la pratique ordinaire engendre de beaux paysages. Dans les sociétés modernes, en revanche, c'est exactement l'inverse qui se passe. La pratique ordinaire engendre la laideur et l'on s'y préoccupe donc de préserver le paysage par des mesures spéciales. Dans les sociétés modernes, les gens trouvent généralement laid ou insipide leur cadre de vie quotidien et dès qu'ils le peuvent, cherchent ailleurs, temporairement ou pour s'y établir de plus beaux paysages. C'est l'une des raisons qui provoquent, dans les pays riches, les phénomènes massifs du tourisme et de l'urbain diffus. Il va de soi que ces phénomènes supposent une sensibilité au paysage comme tel, laquelle se nourrit d'une pensée du paysage incarnée et inculquée, notamment par la photographie, le cinéma, la télévision, sans parler des études spécialisées. Le problème, c'est la divergence entre cette capacité d'apprécier, de dire et de penser le paysage d'une part, et d'autre part, les comportements ordinaires qui le détruisent. C'est cette différence qui n'existait pas autrefois quand se manifestait en acte une pensée paysagère. Alors cette citation, évidemment, qui nous renvoie à deux mondes, en fait, hein, ce monde occidental auquel on continue peut-être à contribuer, et puis finalement un paysage vernaculaire. L'image d'après, en fait, c'est les paysages auxquels on est confronté, auxquels peut-être on s'affronte aussi. C'est-à-dire que là, on est dans une ZAC, les zones d'aménagement concerté qu'on a partout sur nos territoires. Un peu de manière caricaturale, évidemment, j'ai fait un recto-verso. C'est-à-dire qu'un recto-verso, c'est une ZAC à la lisière, finalement, de l'urbanisation de la métropole nantaise. Parce qu'on est architecte à Nantes. Et cette ZAC, d'un côté, dans notre dos, on va avoir... et je le caricature pas, c'est-à-dire que c'est la réalité. C'est-à-dire que d'un côté, on a les zones qui restent naturelles, ou un bâti vernaculaire d'une ferme existante dans zone humide, et puis de l'autre côté, ce que l'on fabrique, ce à quoi on participe en fabrication. Alors ce on, c'est un on général, hein, bien sûr, c'est ce contre quoi nous, on essaye à notre mesure de se battre contre ça. Se battre, ça veut dire aussi peut-être arrêter d'artificialiser les terres, peut-être que ça aussi, et donc l'architecture est forcément politique, puisque se dire qu'on ne peut plus continuer à artificialiser, zéro artificialisons, ce serait quoi aussi? Est-ce que ça aussi, c'est faire face au risque, en fait? Ah oui, pour les traducteurs, oui. Oui. Merci Chris pour ce rappel. Donc ça, c'est nos réalités, en fait. C'est nos réalités aussi de confrontation d'architectes praticiens au jour le jour. Quels autres chemins emprunter pour habiter nos milieux de façon harmonieuse et soutenable, ou soutenable et harmonieuse? C'est-à-dire peut-être ni le retour passéiste vernaculaire, ni continuer comme on le fait depuis 40, 50 ans à urbaniser nos territoires de manière assez technique, mais avec finalement peut-être peu d'aménités pour les milieux de vie.
L'hypothèse que nous faisons, ce n'est pas celle... donc c'est le langage d'une architecture qui relie, ou l'architecture comme un jardin. Ce n'est pas celle d'une renaturation littérale de l'architecture ou de l'urbanisme, mais plutôt ce serait celle d'un champ métaphorique à ouvrir à partir des tiers paysages dont Gilles Clément rédigeait le manifeste en 2004. Ce manifeste donnait à considérer que le tiers paysage comme fragment indécidé du jardin planétaire et l'ensemble des lieux délaissés par l'homme comme des refuges et des richesses de biodiversité. Il augurait aussi qu'à l'inverse, tous les lieux intéressant l'homme sont victimes d'appauvrissement. Donc imaginez les conversations futures de l'architecture, qui est évidemment le milieu anthropisé par définition, et ces paysages tiers qui entremêlent les vivants, doit nous aider à penser l'habitat du monde dans un esprit d'ouverture, d'équité, d'acceptation de la diversité. Donc ici, nous essayons en tout cas de le garder en tête pour chacun de nos projets, qu'ils soient à toute petite échelle ou à très grande échelle, c'est-à-dire ça beaucoup sur l'habitat, de la maison au projet de 100 logements, de garder en tête que l'architecture doit s'envisager sur un mode relationnel. Évidemment, ça prend vraiment écho aussi avec ce qui s'est dit hier en début d'après-midi. C'est-à-dire un mode qui serait plutôt topologique plus que typologique. Et c'est à l'image d'un jardin, accepter de laisser place à des spontanéités successives, à des complexités, à un pluralisme permettant d'assurer la biodiversité des milieux habités. Le jardin invite à prendre soin des lieux dans lesquels nous vivons. Il se constitue peu à peu par emplacement, espacement, mouvement et se rejoue sans cesse. Penser l'architecture comme un jardin, c'est l'imaginer évolutive, transformable, appropriable, non pas comme un produit fini, mais comme une probation lente, un processus qui s'effectue dans la durée et qui met en lien. Le processus conceptuel qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire finalement un peu les entrailles de notre travail et quelques réalisations, où l'architecture donc est pensée comme un jardin, fait appel à plusieurs thèmes et variations qu'on pourrait dire poétiques. Donc je le fais en 3 temps, espacement et emplacement, moment et mouvement, sol et seuil. Et puis avant d'aller juste vous montrer ces quelques projets au travers de ces 3 items, Catherine et Raphaël Larère, je vais les citer, dans un ouvrage qui s'appelle « Penser et agir avec la nature ». Il ne s'agit pas tant d'abandonner la distinction entre nature et culture que d'en recomposer les rapports en les conservant comme des rapports de participation et non d'exclusion. Et ces rapports nature-culture, dont on a aussi beaucoup parlé depuis hier, pour nous, c'est aussi le rapport entre les hommes. Ce n'est pas que le rapport entre le végétal ou les autres vivants et ce rapport des humains, mais aussi finalement cette aménité envers les hommes et puis les grandes fragilités aussi, dont un certain nombre d'entre nous sont tributaires dans nos lieux de vie, et beaucoup, peut-être une majorité. Donc voilà ces trois parties qui nous paraissaient un peu évocatrices. Alors évidemment, dans le peu de temps imparti, je n'irai pas dans le détail, mais l'idée c'est de toujours échanger aussi sur une théorisation des choses. Et ça rimait aussi sur des pensées, sur des concepts aussi philosophiques, notamment qui ont trait à la phénoménologie et à l'écologie. Peut-être que les deux, sont fortement liés. Espacement et emplacement. Alors je ne vais pas commenter toutes les images et toutes les photos, mais je vais vous montrer aussi quelques dessins et quelques photos de projets qui sont sortis de terre. J'aurais aimé montrer aussi quelques chantiers, parce qu'on a parlé, je crois, Philippe Simet a parlé du chantier hier, et pour nous c'est fondamental, ce rapport aussi à la construction, à la fabrication. Ici, ce matin, on a parlé de PPRN. Là, c'est un projet à Donges, et lui qui est dans un lieu où il y a un PPRI, puisqu'on est très près d'une raffinerie, on est dans l'estuaire de la Loire, et dans des lieux âpres, qui sont des lieux durs en vie. Et comment aussi dans ces lieux-là, en fait, on fabrique une poésie, tout simplement, faire face aux risques. Des fois, c'est fabriquer avec les risques, mais fabriquer aussi des lieux de vie qui sont tissés, qui sont entremêlés, où et c'est pour ça qu'on appelle ça espacement et emplacement, où finalement l'architecture fabrique, tisse avec le vivant. J'ai beaucoup de citations, donc il y en a une de Lucien Kroll que vous avez peut-être lu en même temps que je parlais, qui aussi pour nous est assez, qui est expressive autant qu'un croquis. On a structuré la présentation à chaque fois de la même manière, des planches de croquis, de dessins, on dessine beaucoup en fait, de différentes manières. On fait aussi des images 3D, on fabrique aussi comme ça. Mais pour discuter avec des élus, pour échanger, on s'est rendu compte aussi que ce rapport au dessin, il était assez fondamental.
il est assez fondamental parce que le dessin à la main, notamment, ne fiche pas trop vite en tout cas. Mais évidemment, et ça va pas sortir correctement ce document-là, donc je ne vais pas m'y arrêter. Ce que je veux dire, cette notion d'espacement et d'emplacement, c'est savoir d'abord regarder les contextes. Savoir regarder les contextes. Des fois, le contexte, il peut être une rive d'urbanisation. Des fois, on est en plein centre-bourg, et donc les bâtis existants, comment on s'y accroche, comment on fabrique l'architecture à partir de ce qui est là, ce déjà là. On en entend de plus en plus parler. Les étudiants en parlent beaucoup du déjà là. Et je pense qu'il y a aussi un vrai changement de paradigme dans les 10 dernières années sur cette capacité, cette attention à ce qui se passe autour de nous. Et les contextes, des fois, c'est un bâtiment qu'on trouve moche, des années 80, 90, mais il est là. Et en fait, il est là, et comment ? Plutôt que, enfin, on dit souvent que la plus grande attitude écologique, c'est peut-être d'arrêter de tout démolir et de faire avec le plus de poésie possible, et nos savoirs techniques, évidemment. Alors, évidemment, ce qui aussi fait corps et qui fait sens dans nos manières de travailler, c'est aussi ce que l'on vit, en fait. Et ce que l'on vit, c'est ce que l'on parcourt, c'est les territoires d'où on vient. Donc là, on a un petit bout de Bretagne, au Finistère Sud, à Pinmar. Mais on a également les voyages qu'on peut faire collectivement ou individuellement à l'agence, et comment ça fabrique aussi nos regards et nos attentions sur les choses. Et la question du vide entre les lieux, elle est assez fondamentale. Je dis souvent qu'un projet d'architecture ne s'arrête absolument jamais à la façade. Il doit concevoir avec les contextes et avec ce qui se passe autour. Donc ça, voilà, ça fabrique aussi nos attitudes de projet. Alors, je ne vais pas évidemment à chaque fois recommenter l'entièreté. On a essayé à chaque fois de montrer un certain nombre de projets qui sont de l'habitat, mais pas que. On a aussi un petit équipement ici. Et qu'après, ce jeu d'écartement, d'une architecture des écarts, et fabrique, à notre sens, une capacité aussi à être résiliente face à certains territoires difficiles. Ce projet-là, un tout petit peu plus, je m'y étendrai un tout petit peu plus, c'est un projet qu'on vient de livrer, de 50 logements, qui sont dans une ancienne caserne militaire à Nantes. Et nous avions une des tâches, c'était que le premier îlot qui commençait, la caserne était éteinte depuis 10 ans, et ceinte de murs complets, dans un tissu urbain déjà constitué, on voit au loin des maisons. Et nous avions comme tâche de construire une rue, des maisons d'un côté, un logement collectif de l'autre. Et souvent, ce que l'on aime à penser, c'est que l'on soit dans de l'habitat individuel ou dans le logement collectif, il est important de le concevoir de la même manière, c'est-à-dire, voilà, je vais y revenir après, mais du sol au seuil, de l'espace extérieur au plus intime. Et je pense que ça porte encore plus sens aujourd'hui avec ce que l'on vient de traverser, et comment finalement il y a eu en tout cas dans les médias, un certain nombre de discussions autour on ne peut plus continuer à loger comme on le fait en fait. Ça, c'est un projet peut-être qui est un petit peu plus connu, qui nous avait fait remarquer il y a quelques années. Là, on est à Mauves-sur-Loire, on est dans une commune périphérique de la métropole. Et c'est un projet juste de 6 logements sur une parcelle de 520 mètres carrés. Et c'est un projet qui est en partie en rénovation. Les propriétaires voulaient tout démolir. 500 mètres carrés, on peut rien faire sur 500 mètres carrés. Qui plus est, quand on a un bâti un peu désuet. Et puis surtout, on a tous notre maison, notre pavillon sur une surface de 1000 mètres carrés. Donc c'est pas possible de faire 6 logements sur 500 mètres carrés. Mais en fait, si c'est possible. La question, c'est qu'est-ce qu'on accepte en fait d'espace extérieur, de prolongement, et il en faut pour tous. Mais peut-être chacun à sa mesure et de dimensionnement un peu divers. Et puis Zumthor, parce que je trouve que de relire quelques citations de Zumthor, notamment celle-ci qui est plutôt très enthousiaste, et que l'enthousiasme aujourd'hui, je pense qu'on en a tous beaucoup besoin. Être dedans, être dehors, fantastique. Ce qui veut dire, c'est fantastique aussi. Seuil, passage, petites ouvertures pour se faufiler, transition imperceptible entre intérieur et extérieur. Une incroyable sensation du lieu, de la concentration. Lorsque soudain, cette enveloppe est autour de soi et nous rassemble, et nous tient, seul ou en groupe. C'est là que se joue le jeu de l'individuel et du collectif, du privé et du public. Le deuxième, on va dire le couple qu'on a marié, moment et mouvement, parce qu'on pense que l'architecture, elle est avant tout là pour ça. Elle est là pour être un support. Peut-être loin de nous l'idée de l'œuvre de l'architecte. Alors peut-être, voilà, c'est aussi changer, aussi ça, c'est changer de paradigme peut-être aussi. Dire que l'architecte de l'ordinaire, avec, c'est noble en fait, et à
peu importe les échelles. Et moment et mouvement, on trouvait ça assez beau de parler de ça, parce que finalement, je crois que, en tout cas, les architectures que nous, on essaye de produire, elles peuvent rarement se réduire à une image. C'est un peu ce que j'essaye de faire là, et je vois bien la limite des choses. C'est-à-dire que juste une photo, quand finalement le travail et la conception est passée plutôt sur la question du mouvement, de la déambulation, des parcours, c'est très compliqué à réduire. L'architecte, il est un passeur, et c'est pour ça que la figure du jardinier, on l'apprécie, parce que le jardinier, il livre un jardin, et le jardin, il va falloir continuer à en prendre soin, à le façonner, à y passer du temps. Et bien nous, c'est les habitants, et donc évidemment que ce temps qu'on passe à la conception, il est décisif, il est important, mais après on laisse en fait ce projet, on le laisse pour qu'il prenne vie. Et c'est pour ça que on fabrique des projets qui sont plutôt sobres, je crois. Sobre pour que le plus de désordre possible puisse y être. Et ça non plus, c'est pas un tabou. Souvent, les habitants disent « Ah bon, vous acceptez qu'on laisse notre bazar ?» Ben oui, on accepte. Au contraire, c'est fait pour ça. Là, c'est une tentative dessinée aussi qui est en cours. Et qui raconte en fait. Alors bon, je suis désolée, le document sort pas très bien, mais c'est tout un relevé à la fois d'un jardin, de ce que Augustin Berg appelle l'engawa, c'est-à-dire c'est un rapport entre intérieur et extérieur, et puis un salon avec ses objets dessinés. Je reviendrai un tout petit peu dessus à la fin. Et là, pour augurer cette question du moment et des mouvements, je vais vous citer Jean-Christophe Bailly. Jean-Christophe Bailly, c'est un penseur écrivain, donc moi que j'aime par-dessus tout dans ce qu'il dit, dans sa sensibilité par rapport à nos paysages, mais pas que, par rapport aussi à l'habiter. Habiter, ce n'est pas seulement pouvoir être chez soi, à l'intérieur de quelques murs. C'est pouvoir projeter hors des murs. Entre eux, dans leur jeu labyrinthique, un procès d'identification et de partage. La maison n'est pas seulement le repli. Elle peut et doit le rester. Elle est aussi l'unité de base, l'unité commune du dépliement. L'homme ainsi, replié, déplié, ainsi ouvert, n'est peut-être ni l'animal politique d'Aristote, ni l'homme habitant poétiquement la terre d'Hölderlin, ni leur conjonction. Il n'est peut-être même pas le citoyen, mais il en contient la possibilité, le germe. Il a devant lui un champ qui s'ouvre. Et d'avoir ces mots-là en tête, quand on fabrique une architecture, et du logement notamment, évidemment, ça change un peu tout, en fait. Ça nous force à nous projeter aussi dans ce que l'on est en capacité de concevoir. Alors voilà les planches de travail sur lesquelles on est, de comment aussi parce que notre quotidien c'est de travailler évidemment avec tout un spectre très élargi, avec des gens qui sont d'accord ou pas avec nous, bien évidemment, avec des promoteurs, avec ceux qui fabriquent la ville, et donc il faut savoir raconter. Puis des fois ça fonctionne, puis des fois souvent ça marche pas. C'est pas voilà, mais finalement peu importe, parce que Chris parlait de l'importance des récits, et l'importance des récits, elle est décisive aussi, de réussir à emmener en fait un maître d'ouvrage dans une histoire. C'est fondamental, c'est ce qui porte en germe la suite en fait. Et les moments et les mouvements, en fait, on en est tous constitués de plein en fait. Et quand il y a une dureté sur eux, parce que c'est pas le monde parfait que je vous expose là. C'est au quotidien à l'agence, on a des combats partout, on a du mal à construire dans les coûts qu'on nous donne, on se bat pour que le logement ne soit jamais un produit, et donc on s'écharpe avec le monde de la promotion privée, on s'écharpe avec le politique. Enfin, c'est vraiment du débat. Mais tant qu'il y a du débat, il y a de l'espoir quelque part. Mais c'est aussi en fait se dire qu'à chaque fois qu'on conçoit, il faut un peu ramener ce qui fait sens pour nous. Alors là, on vous a mis quelques moments en fait, quelques moments qui sont des moments partagés de l'agence en fait. Et ils sont différents. Il y a évidemment l'école d'architecture de la Caton-Vassal. On enseigne tous, plus ou moins, mais on intervient tous à l'école d'architecture. Et ce lieu-là, il est absolument exceptionnel. Exceptionnel parce que c'est un lieu support à tout le bazar des étudiants, support à toute la vitalité qu'il y a à l'intérieur. Un autre, et puis sans tout commenter, mais un autre très important, on l'a vu hier avec Suzanne Stacher qui nous présentait Bruno Taut. Là, c'est la cité de l'Oncle Tom. Alors la troisième, pardon, la cité de l'Oncle Tom à Berlin. Et ça, c'est un des voyages d'agence qu'on a fait. Et c'est l'architecture est somme toute très sobre, très simple, mais finalement la vie qui s'est fabriquée là, et notamment grâce au jardin et à la manière dont l'architecture est composée, c'était assez fabuleux en réalité. Et puis des endroits à Ponto Final à Lisbonne qui sont des endroits super aussi. Donc voilà, ces moments et ces mouvements. Ces moments et ces mouvements, ce sont ceux à quoi on sert en fait, c'est-à-dire voilà, avec les usages qui vont prendre place, pas du tout comme on les avait imaginés au début.
et je vais vite, puisqu'on me fait signe que je suis déjà au bout. Malgré tout, je vais essayer d'aller au bout quand même. Vous montrer là un projet de 100 logements sur l'île de Nantes. 100 logements, c'est enfin, il y aurait plein de choses à dire, mais là, ce que je vais juste dire, c'est que c'est aussi habiter les rez-de-chaussée en centre métropolitain. Mais pour habiter les rez-de-chaussée en centre métropolitain, là, on a 3,50 m sous plafond. On a des baies qui font 2,80 m. Et puis, on a des espaces où la vie peut prendre place. Donc, on adore ces photos habitées, en fait, parce que c'est à ce à quoi on sert, en réalité. Et c'est pareil pour une maison, que ce soit une maison ou du grand collectif, 100 logements ou une maison, finalement, on peut avoir la même attention aux choses et au monde. Très rapidement, je le lis quand même, le vide architectural contient un plein biologique où se joue le mouvement, c'est-à-dire la réalité du jardin. Et moi, j'aime dire que la réalité aussi du quotidien, en fait, de ce vide. Sol et seuil pour terminer. Sol et seuil, et ça nous amène aussi sur le soin qu'on porte aux détails, aux assemblages, au parcours, à l'imprégnation et l'ancrage d'un bâtiment dans ce sol. Peut-être que c'est encore plus décisif aujourd'hui de se questionner sur quel sol on construit, parce qu'on peut encore construire sur des sols qui sont des sols naturels. Probablement, il ne le faudrait plus du tout. Et donc, bon, ce dessin sort très mal, mais c'est un dessin qui montre le relevé d'une pièce habitée. Alors, vous ne le voyez pas, mais tous les objets de la vie de la maison sont dessinés, et tous les jardins également. Désolée. Ouais, j'ai juste une petite conclusion. J'ai été plus longue que les autres, en fait. C'est terrible d'avoir à animer les choses, parce que là, on a démarré avec une demi-heure de retard, et c'est vrai que, voilà, on termine une petite conclusion. Je vais finir par une conclusion, donc là, nos projets de la même manière. Et je vais quand même vous finir, parce que je vais finir sur faire face au risque, quand même. Alors. Et Jean-Christophe Bailly encore, mais voilà. Je vais terminer là-dessus. La civilisation technicienne contemporaine dans laquelle nous sommes tous enferrés a mis à jour ses propres limites. Ce modèle de développement accéléré, défendant l'idée d'un monde déterministe, uniformisant les sociétés et niant leur diversité, n'est plus soutenable. Notre contribution pour faire face à des enjeux aussi globaux et graves que le réchauffement, le dérèglement climatique, la perte de biodiversité, l'accroissement des inégalités, trouve son ancrage dans des thèmes et des variations à interpréter dans nos pratiques d'architectes du quotidien. Cet ancrage est initié à partir d'une attention aiguë à l'égard des milieux de vie et d'architecture travaillée comme des jardins, acceptant de laisser place à des spontanéités successives, à des complexités, à un pluralisme, condition essentielle d'une biodiversité urbaine. C'est comme ça que nous imaginons l'architecture, comme un jardin, évolutive, transformable, appropriable. Elle n'est pas un produit fini, mais se constitue comme une probation lente, un processus qui s'effectue dans la durée et qui met en lien. Merci.